Ok, bonjour. On a un petit peu de retard, mais je vais faire le nécessaire pour essayer de rattraper ça, pour qu'on termine pas trop tard ce soir, qu'on puisse profiter aussi du cocktail de clôture. Donc en fait, on a un sujet qui a été vraiment en ligne rouge. Au final, je crois qu'il n'y a pas eu une présentation où le terme n'a pas été employé. C'est clairement open source. Bon, ben là, c'est le titre de cette dernière session. Donc au final, on va terminer la journée par un petit topo justement sur l'open source et notamment l'open source sur IBMI. Donc je suis moi-même consultant web et open source sur IBMI. Je le précise en fait, c'est que ça fait une dizaine d'années à peu près que j'interviens autour de ces technologies-là. Et pourquoi je le précise, c'est non pas pour parler de moi, c'est tout simplement pour dire que ça fait 10 ans que je fais de l'open source sur IBMI et que, en ce qui me concerne, ça a été ma porte d'entrée justement dans l'IBMI. Donc moi, je ne suis pas rentré par la porte justement la porte de l'AS400, je suis directement rentré sur de l'IBMI et par des technologies web pour commencer et principalement open source dans cet environnement. Et donc voilà, j'ai fondé CFD Innovation justement qui accompagne les entreprises dans les adoptions d'open source sur IBMI. Alors l'idée de ce topo là de ce soir, c'est déjà pour commencer de définir un petit peu l'open source parce qu'on l'a entendu un petit peu à toutes les sauces. C'est intégré en tant que brique dans Merlin, ça je pense qu'on l'a bien compris. C'est presque un prérequis pour faire du DevOps, pour aller vers l'agilité. Mais déjà, quand on va vers l'agilité, on est sur le fameux step 2 que Philippe a évoqué en plénière ce matin. Peut-être avant d'arriver au step 2, on peut peut-être déjà commencer à regarder ce step 1, quelles sont les briques justement qui peuvent permettre de facilement intégrer des solutions open source directement dans vos environnements. Donc, avant de mettre un petit peu de concret là-dessus, je voulais redéfinir un petit peu l'open source déjà. Qu'est-ce que l'open source sans parler forcément d'IBMI pour commencer ? L'open source, déjà, c'est un logiciel qui va satisfaire à 10 critères qui sont définis par l'Open Source Initiative. Donc très souvent, en fait, on va confondre ou on ne va pas savoir vraiment ce que c'est. On va associer ça aussi à une notion de gratuité assez facilement. On va en reparler un petit peu après, mais ce n'est pas que ça. Les deux notions principales qui sont derrière l'open source, ce sont des notions d'accès au code source. Bon, mais ça paraît une évidence. Et puis, il y a une notion de redistribution libre qui, nous, en tant qu'utilisateurs ou intégrateurs de ces solutions, ça peut ne pas nous concerner directement, mais en fait, c'est un élément qui est très important pour la pérennité, justement, de l'intégration de ces briques-là dans nos applications. Donc, j'ai listé dans le support, alors l'idée c'est que vous l'ayez dans le support, hein, vous pourrez avoir ces 10 critères. L'idée c'est, on va les passer un petit peu rapidement, hein, c'est pas ça qui est intéressant. Mais je le disais, donc on va juste parler d'un ou deux points dans cette liste. Le premier concept, c'est la redistribution libre. Ça veut dire qu'en fait, toutes les briques open source, vous pouvez les intégrer dans vos logiciels et les ISV peuvent les intégrer dans leurs solutions commerciales également. Donc déjà, c'est qu'on va pouvoir intégrer ces briques dans des applications qui vont tourner en production sans aucun souci et sans restriction surtout. C'est ça qui va être intéressant. Au niveau du code source, open source, hein, le programme doit inclure le code source. Le code source délibérément obfusqué n'est pas autorisé. Sinon, on n'est pas dans ce que l'on appelle justement de l'open source. On verra en fait que ça a une implication sur la qualité du code et sur les briques justement open source que l'on intègre dans les applications. C'est pas forcément anodin. Si le code est ouvert, quelque part, ça va être la réputation du développeur qui a développé cette brique-là qui va être mise en jeu. Donc du coup, un développeur, en fait, il n'a pas envie qu'une faille de sécurité qui est découverte lui soit associée à son nom, etc. Et donc en fait, dans la plupart des briques open source, vous avez de toute façon tout l'historique des modifications de ce projet et des sources. Et donc, en soi, c'est déjà un gage de qualité de la plupart des packages open source que l'on peut utiliser. Ok, donc je vais passer un petit peu là-dessus, sur les distributions de la licence. Un autre aspect quand même intéressant, notamment pour les ISV et donc pour les utilisateurs qui utilisent des solutions commerciales et packagées,
comme Merlin par exemple, hein, c'est qu'un logiciel open source ne doit pas restreindre d'autres logiciels. Donc quand vous allez intégrer un logiciel open source dans vos applicatifs métiers, parce que ça va venir s'interconnecter justement avec votre parc applicatif legacy en fait, hein, et bien du coup vous n'avez pas ces considérations-là à avoir, ça ne va pas pouvoir restreindre d'une façon ou d'une autre vos applicatifs maison. Alors l'open source, pourquoi l'open source? Donc on en a un peu parlé sur ce que ça a apporté, mais on a vu déjà pas mal de briques, hein, de packages, on en a listé, on a vu pas mal de petits exemples concrets. Bon, déjà, premièrement, il y a un accès facile de par le côté financier. L'open source, on a souvent la notion, c'est associé à une notion de gratuité des licences. Ça facilite l'adoption au départ. Pour faire un POC, justement, on a utilisé ce terme de POC hein, lors de cette journée et de ces sessions dev. Ça veut dire qu'en fait, on peut démarrer facilement, gratuitement, on peut tester des technologies, on peut les intégrer. Et derrière, quand on va passer en production, par contre, là, on va pouvoir prendre des options généralement payantes. Hein, c'est le modèle économique de l'open source. Donc avec des solutions de support, avec des entreprises derrière qui vont justement supporter tel ou tel package ou telle application chez le client. Ensuite, ça va favoriser l'innovation au sens général du terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'open source c'est tellement répandu dans le monde qu'en fait, quand on a un nouveau besoin, il faut penser qu'il y a très certainement ce besoin, en fait, quelqu'un d'autre l'a déjà eu, et qu'en fait, il y a quelqu'un qui a potentiellement déjà répondu à cette problématique de façon totale ou partielle d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc, l'idée de se tourner vers l'open source, c'est tout simplement de se tourner vers ces communautés qui ont déjà répondu à des problématiques, avec des packages qui répondent déjà à ces problématiques et qu'on va pouvoir intégrer sans avoir à repartir de zéro, sans avoir à tout redévelopper from scratch, hein, comme on dit quand on fait du développement. Donc la notion d'accès aux sources, je ne reviens pas dessus, c'est la gage de qualité et de sécurité du code, puisque c'est la réputation du développeur en fait, hein, qui est en jeu au travers d'un package open source. Hein. On a beaucoup parlé de Git par exemple, Git étant un outil open source. On n'a pas parlé du développeur qui est derrière. Au final, c'est Linus Torvald qui est derrière. Au final, donc c'est un petit développeur hein, dans ce coin qui a créé les noyaux Linux, etc. Donc voilà. Vous voyez, c'est aussi, ça a contribué à l'adoption de ce type de technologie par rapport, par exemple, aux solutions centralisées comme SVN, Subversion, etc. Donc on voit bien qu'au final, le développeur, même si on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, le développeur est au centre de ces packages, en fait. Et c'est assez important. Un autre terme clé, un autre pilier qui a été évoqué tout au long de la journée, ça a été l'évolutivité. Il y a eu dans des slides, il y a eu des notions de dette technique. La dette technique, comment elle s'obtient au final? C'est toute la force et la faiblesse de l'IBMI quelque part. C'est qu'on peut avoir des programmes qui ont été écrits il y a 30 ou 40 ans qui continuent de tourner sur des plateformes modernes d'aujourd'hui. Donc du coup, ça nous a pas forcément, ça n'a pas incité certaines entreprises à moderniser ce parc applicatif. Et donc, on cumulait des dettes techniques en fait, qu'il faut ensuite combler avec des projets de modernisation. Quand on aborde l'open source, en fait, on va le voir au travers de l'outil qui nous permet justement de mettre à jour les packages open source sur IBMI, donc à savoir Yume, hein, le gestionnaire de dépendance RPM. En fait, il y a des évolutions qui sont permanentes et très régulières et qui s'accompagnent avec justement le DevOps. C'est-à-dire qu'on a besoin de patcher, par exemple, une faille de sécurité qui vient d'être découverte. On a besoin d'intégrer tout de suite la nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée dans une application ou un package qu'on veut intégrer. Et enfin, pourquoi? En fait, des milliers de projets. L'idée, c'est de ne pas s'isoler au final, hein, quelque part, et c'est de s'ouvrir vers des grandes communautés de développeurs, puisqu'en fait, pour chaque package ou typologie de package RPM, on va retrouver des communautés associées, en fait, hein, ceux qui la maintiennent, ceux qui la font vivre, ceux qui discutent, ceux qui font les supports, etc., etc. Donc au final, quand on adopte l'open source, on peut démarrer tout seul, mais en réalité, on n'est jamais tout seul.
Alors pourquoi sur IBMI? Je pense que ça a été aussi évoqué un petit peu aujourd'hui, tout au long des différentes sessions. Mais déjà, premièrement, c'est une ouverture de l'IBMI. Alors, déjà, pourquoi sur IBMI? Soyons clairs, l'open source n'a pas vocation à remplacer le code existant. Il est là sur IBMI pour répondre à des nouveaux besoins, que ce soit organisationnel, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan technique. Voilà, donc ça répond quelque part sur différents plans, ça vient augmenter les possibilités que l'on a aujourd'hui sur l'IBMI, et ça vient quelque part ajouter une notion d'interopérabilité que j'ai transcrit ici avec le terme d'ouverture de l'IBMI au reste du SI. L'idée, c'est d'oublier un petit peu le concept, en fait, il y a un IBMI dans un coin, on n'y touche pas, et puis de l'autre côté, il y a l'équipe micro qui va toucher sur du Linux, l'infra x86, etc. Et ça ne communique pas entre les deux. Ben non, en fait, l'open source sur IBMI va permettre justement cette communication entre ces différents mondes, et quelque part, d'une certaine façon, va harmoniser et uniformiser, standardiser les échanges et les technologies utilisées sur les différents serveurs. Donc, des nouvelles possibilités, bon, on en a vu un petit peu de partout pour faire du DevOps, pour faire des nouvelles applications web modernes, pour utiliser des connexions sécurisées, par exemple le SSH. En SSH, au final, c'est par le SSH que vont passer tous vos process DevOps quand vous en serez là. Sur des builds externes, c'est une façon de communiquer de façon sécurisée et surtout standard, c'est un grand standard. C'est-à-dire que les plateformes d'automatisation de déploiement vont voir l'IBMI comme une autre machine en fait, ce sera transparent pour eux. On se connectera sur un système en utilisant un protocole standard. Voilà, c'est un peu ça l'idée qui est derrière l'apport de l'open source sur IBMI. Alors il y a un autre volet très important, c'est l'aspect compétence, l'aspect humain. Bon, j'y reviendrai dessus sur un slide dédié, mais ça a été aussi un focus sur les compétences IBMI. Clairement, et en ce qui me concerne, ça peut être une porte d'entrée justement pour des nouveaux développeurs. Donc ça peut être une porte d'entrée sur des nouveaux développeurs qui vont rentrer par la porte open source et qui vont quelque part voir le reste du monde IBMI tel qu'on le connaît, donc le RPG, le COBOL, le code natif et les objets de l'IBMI. Et puis ça peut être aussi un aspect de valorisation des équipes existantes qui ont envie justement d'apprendre des nouvelles technos et au final, oui, ce qu'on fait sur les autres plateformes, en fait on sait déjà le faire dans nos environnements IBMI. Dernier point sur IBMI, c'est supporté par IBM. Donc, Philippe l'a aussi évoqué en plénière. Il y a des offres de support sur les packages qui sont vérifiés par IBM. Donc là, on a vraiment une assurance quelque part pour l'utilisation de ces packages en production. Alors, un aperçu du catalogue au final, alors je vais y passer rapidement parce qu'il y a eu déjà beaucoup de nuages justement de solutions, de briques, etc. J'ai juste catégorisé un petit peu les différents packages et produits open source qui existent sur IBMI dans les langages de développement, les outils et les serveurs. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, on l'a évoqué, il y a un peu plus de 600 packages aujourd'hui, donc ça évolue fortement, ça grandit, et tant mieux. Il y a de plus en plus de possibilités, l'idée n'est pas d'utiliser les 600. L'idée est de savoir un petit peu ce qu'il existe et d'utiliser ceux qui sont essentiels pour répondre à notre besoin à l'instant T. On ne va pas adopter l'open source juste pour le plaisir d'adopter de l'open source. C'est pour répondre à la base à un besoin. Alors, du coup, il y en a beaucoup qui ont été évoqués. Il y en a un qui n'a pas été évoqué, c'est le IBM i Access, qui est un des nouveaux packages qui est sorti récemment dans les référentiels IBM. C'est une nouvelle approche par rapport aux différents langages de développement open source qui existent sur IBMI. En fait, historiquement, le PHP, il tourne sur l'IBMI, donc PHP, langage open source, sur l'IBMI depuis 2005. Donc vous voyez que c'est pas d'hier, quoi, ça date. Donc du coup, à l'époque où il y avait justement ces langages web et open source, en fait, IBM maintenait des connecteurs natifs pour chaque langage. Au final, on a tellement de possibilités maintenant que en fait, la nouvelle orientation prise, c'est clairement ODBC.
Donc ODBC, pour uniformiser, on sait tous faire de l'ODBC, qu'on soit sur IBMI ou en dehors de l'IBMI. Et bien en fait maintenant, même quand on est sur l'IBMI, quelque part, là, ce qui est un peu préconisé, c'est de passer par cette source de données ODBC qui va tourner dans la partie PACE de l'IBMI. Donc pourquoi j'en parle ici? Parce que ça fait partie un petit peu des nouveautés, puisqu'avant en fait il fallait le télécharger là où vous téléchargez vos versions d'ACS en fait, et vous aviez une version ACS for PACE que vous deviez télécharger, c'était un paquet RPM, vous le déposiez dans l'IFS et puis ensuite vous pouviez l'installer. Maintenant c'est standardisé dans le référentiel IBM et vous pouvez l'installer avec le gestionnaire Yum classique comme tous les autres packages si vous avez déjà expérimenté ça. Alors, par où commencer quand justement on n'a pas adopté encore de l'open source? Moi, je trouve qu'un bon moyen pour se lancer dans l'open source, c'est d'adopter un langage de développement. Je vais passer très rapidement parce que je vois aussi l'heure passer. Donc déjà, c'est des technologies qui sont éprouvées, que ce soit PHP, Node.js, Python, je ne les évoque pas là, mais il y a Perl, il y a Ruby, enfin il y en a d'autres. C'est des langages qui ont des très fortes communautés de développeurs mondiales. On parle de plusieurs milliers de développeurs pour chaque langage. Vous allez forcément trouver de l'aide et des compétences sur ces technologies-là. Ce qui est intéressant, c'est juste de savoir qu'elles tournent justement sur l'IBMI. En gros, en adoptant un langage de développement, vous allez pouvoir répondre à tout un tas de problématiques à la fois techniques et métiers, tout en s'appuyant quelque part sur une technologie qui est et d'une éprouvée et de deux connue du plus grand nombre. Alors pour quel projet? Ça peut être pour des projets de modernisation, mais vraiment pas que. Ça va être aussi pourquoi pas, ce que je disais, c'est que ça n'a pas vocation à remplacer forcément le code existant, mais ça peut tourner en parallèle pour tout simplement répondre à des nouveaux besoins. Donc en fait, vous pouvez avoir l'application historique métier, puis ensuite des modules ou des applications satellites qui vont répondre à un besoin particulier pour communiquer avec un fournisseur, avec un client, ou une application mobile pour l'entrepôt, etc., etc. Des exemples, il y en a des tas. Alors, je reviens juste sur cette slide sur le côté valorisation du capital humain par l'open source. Quelque part, là, on voit qu'il y a un point central, c'est l'open source. Et puis, pour faire face quelque part à cette pénurie de compétences que l'on connaît, que l'on a évoqué également, sur l'IBMI, en fait, on voit qu'il peut y avoir un cercle vertueux quelque part autour de l'open source. C'est-à-dire que, comme moi, ça peut être une porte d'entrée, donc des jeunes talents, etc. Donc tous les jeunes qui sortent d'école, on a parlé de Git énormément, tous les jeunes qui sortent d'école d'informatique connaissent Git, sont familiers de ces principes en fait de versionning, etc. Et ça tourne sur IBMI sans aucun souci. Les jeunes qui sortent de l'école, ils vont se connecter sur des VM Linux par SSH, ça leur paraît naturel. Donc, quand ils vont arriver en entreprise, si jamais on a déployé un petit peu ces technologies open source, en fait, oui, aujourd'hui, on peut complètement interagir avec l'IBMI, que ce soit sur la partie système ou sur la partie open source, par un terminal SSH, pourquoi pas. Donc déjà, en fait, c'est qu'on va permettre d'intégrer plus facilement des nouvelles ressources sur cette plateforme en utilisant tout simplement les technologies standards qui existent dans les autres environnements. Et puis d'un autre côté, on voit les équipes IBMI qui vont être valorisées justement en apprenant des nouvelles technos et en se rapprochant du monde open source. Alors, un petit essentiel avant les messages clés. Je vais le passer rapidement parce que, pareil, je vois l'heure passer. Juste, je n'ai pas évoqué une chose ici, un pas vers l'agilité, mais je pense que ça a été également pas mal parlé. Donc, ce que j'entends par agilité, ça va être justement agilité, DevOps, avec le côté déploiement continu, CI/CD, etc. L'adoption de l'open source, même au step 1, comme on l'évoquait ce matin, c'est de toute façon un prérequis pour aller au DevOps. Le DevOps, ça va être un changement de culture. Et donc, du coup, il faut bien commencer quelque part. Alors, pour ceux qui ont déjà le step 1, tant mieux, très bien. Vous allez pouvoir passer sur Merlin, par exemple, très rapidement, etc. Mais au départ, voilà, il faut commencer par ces packages, il faut commencer à se familiariser, etc. Et puis ne pas hésiter à recruter des jeunes ressources qui vont justement, qu'il va falloir écouter et qui vont apporter justement cette nouvelle vision et ces nouvelles façons de travailler.
Alors une slide, on revient un petit peu dans le passé ici. Je vais vraiment le passer rapidement. Le message derrière ça, en fait, c'est que l'open source, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas 2022. En fait, il y en a toujours eu dans l'IBMI. Il y en a toujours eu depuis très longtemps, historiquement, voilà, de l'OpenSSL, l'OpenSSH, le serveur Apache, etc. Donc il y avait déjà des briques open source intégrées. Et puis après, on a essayé d'aller plus loin avec le produit 5733 OPS. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont expérimenté, qui l'ont vu. Donc du coup, c'était une super idée, c'est-à-dire que c'était d'intégrer avec des produits sous licence classiques IBMI, des produits open source, des packages open source. Le problème, c'est qu'il y a un problème de culture là-dedans. On était sur deux cultures qui s'affrontaient. Et donc là, ce virage qui a été pris, ben justement, ça a été de passer de ces solutions. Donc le 5733 OPS, hein, celui-là, on n'en parle plus. On n'en parle plus déjà depuis un bon moment d'ailleurs, hein, je l'ai quand même rappelé. Mais la nouvelle façon de, quelque part, de délivrer les packages RPM et puis d'accéder à tous ces packages que l'on a évoqués tout au long de cette journée, eh bien au final, c'est de passer par l'utilitaire Yum. Alors l'utilitaire Yum, pour ceux qui sont familiers de l'outil, c'est pas très compliqué, c'est un standard du monde Unix Linux. On a les packages RPM et en fait c'est un utilitaire en ligne de commande que l'on peut utiliser pour dire en fait je veux installer tel package ou je veux mettre à jour tel package, etc. etc. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ces lignes de commande Yum sont intégrées dans le produit ACS. Donc Yum, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile au départ à appréhender en ligne de commande pour tout le monde, pour les clients IBMI. Mais par contre, depuis ACS, en fait, il y a de l'interfaçage graphique directement pour gérer ces modules open source. Clairement, cette interface, elle va lancer les commandes Yum sur de l'installation de package, sur de la mise à jour, encore une fois, ou de la désinstallation, ou de la gestion de dépendances, etc. Donc l'avantage, c'est de passer par là, c'est des mises à disposition beaucoup plus rapides des nouveaux packages et un standard dans le monde Linux, qui répond justement aux grands besoins d'évolutivité. Alors, un petit peu de concret sur cette gestion des packages open source d'ACS. Donc, avant, on l'a également évoqué, mais on retrouvait l'option, il fallait aller dans Outils, et puis on avait gestion de modules open source, donc c'était presque un petit peu caché au final dans ACS. Enfin, il fallait le savoir pour aller le chercher. Alors, c'est pas grand-chose, mais dans la nouvelle version d'ACS, qui est sortie récemment, donc dans la 1.1.9, je crois qu'il manque un 1. Du coup, vous l'avez directement sur le panneau principal, donc tout en bas, vous retrouvez gestion de modules open source. Je ne vous ai pas mis les captures, mais du coup, je vous invite justement à utiliser la dernière version d'ACS. Et si vous n'êtes pas connecté, d'aller voir justement. Là, vous allez avoir graphiquement la liste des packages. Et il suffit de cliquer sur un package et de cliquer sur installation pour l'installer. Allez, je termine parce que je vois que moi aussi, je dépasse à mon tour. Pour le message 2022, donc c'était un peu rapide sur les généralités open source. Donc en 2022, il y a une nouvelle stratégie multiréférentielle de paquets RPM. Donc c'est un petit peu... je ne parle pas de nouveauté d'un package en particulier parce qu'en fait, ça, ce ne sera plus vraiment relié à une version de l'IBMI où, en fait, c'est constant, c'est permanent les évolutions avec l'open source. Donc on ne peut plus dire maintenant la nouveauté 2022 open source, c'est ça. Non, c'est une multitude de choses. Donc par contre, dans l'organisation de ces référentiels, de ces dépôts et de ces packages, il y a une nouvelle stratégie donc multiréférentielle de paquets RPM. Alors pour ceux qui l'utilisent déjà, ce message est important si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul référentiel de paquets RPM qui était basé sur la version la plus ancienne prise en charge, à savoir la V7R2. Donc en fait, par la partie open source. Donc en fait, on n'avait pas le choix et on n'était même pas forcément au courant en fait. C'est que les packages, au final, ils étaient compilés pour une V7R2, donc en fait, c'était compatible en V7R2+. Cette année, en fait, pour répondre à des nouveaux besoins, donc notamment pour améliorer l'accès de ces paquets pour les partitions qui sont un petit peu isolées pour X raisons, généralement de sécurité par rapport à des configurations réseau, DNS, des accès Internet ou derrière des proxys ou des machines qui n'ont pas accès Internet, etc. Et puis, pour gérer des versions de package par version de l'IBMI. Parce qu'au départ, on est parti en V7R2, mais maintenant, on est en V7R5. Et donc, il y a peut-être des packages du coup, qui vont être dépendants un petit peu de la version. Donc, l'idée, c'est de spécialiser justement ces référentiels et de ne pas avoir un référentiel avec tous les packages de la V7R2 à la V7R5. Parce que si vous êtes en V7R5, ceux de la V7R2 ne vous intéresseront plus. Donc, ce qui
ce qui est important, donc le message, c'est que dans la liste des packages, donc de celui que vous avez, même sans le mettre à jour, vous allez avoir le package qui s'appelle IBMI Repo. En fait, c'est ce package dans la liste des packages available. En fait, je vous invite vraiment à l'installer. Et en fait, en l'installant, ça va mettre à jour les référentiels IBM et ça va passer sur 2 nouveaux référentiels. Donc en fait, on va retrouver un référentiel qui se rappellera IBM Base, qui lui-même dépendra sur la version la plus ancienne minimum prise en charge par IBM. Donc à aujourd'hui, c'est la V7R3. Donc vous voyez qu'on n'est déjà plus en V7R2. Et puis ensuite, ça va créer également un nouveau référentiel accessible sur votre IBMI, sur votre partition, IBMI Release, qui, elle, dépendra de votre version courante, en fait. Donc si vous êtes en V7R5, bah, du coup, il y aura un dépôt de package pour la V7R5. Les deux venant se compléter. Donc voilà, donc le package pour passer ce cap-là, au final, c'est celui qui s'appelle IBMI Repo qu'il vous faut installer. Et post-installation, il vous faut l'upgrader. Et donc tout ça peut se faire par l'interface graphique d'ACS. Donc qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, si on ne met pas ce package et que vous avez déjà l'open source? Ben, en fait, ce n'est pas très grave en soi pour le moment, mais donc vous n'allez pas être bloqué dans l'utilisation de vos packages, mais par contre vous allez être limité en termes de mise à jour et de nouveautés à celle qui était proposée avec la V7R2. Donc c'est un peu dommage parce que justement on est dans l'open source, on est dans l'évolutivité. Donc il faut penser justement à débloquer cette situation en installant ce package. Donc si vous êtes encore en V7R2, le message, mis à part de vous inviter fortement à passer sur des versions plus récentes, bien tout simplement vous ne constaterez aucun changement puisque la IBM Base correspondra à la version ancienne qui existait, donc la V7R2. Et donc si vous êtes en V7R3 ou supérieur, du coup, la mise à jour du package va vous passer le référentiel IBM sur la version 7.3. Je vous ai mis un petit catalogue de ressources. Du coup, par exemple, cette communication sur les nouveaux référentiels, il y a un article de Jesse Gordzinski qui a déjà été évoqué ici, qui s'occupe de la partie open source pour IBM Worldwide. En fait, vous pouvez suivre les actualités justement de ces acteurs de l'open source IBM. Donc, notamment, je vous ai mis les liens de son blog, donc le blog de Jesse Gordzinski, le blog de Kevin Adler aussi, qui est assez actif et puis qui fait des posts intéressants sur à chaque fois les nouveaux packages qui sortent, etc., par période dans l'année, que je trouve intéressant. Vous avez aussi Seiden Group, qui est un acteur très actif autour de l'open source sur l'IBMI. Le premier que je n'ai pas évoqué, un forum, justement, on est dans l'open source, donc en fait, c'est là où on va pouvoir discuter entre développeurs et autres gros acteurs de l'open source sur IBMI. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une communauté open source IBMI. Donc, en fait, on va retrouver tous les acteurs open source IBMI, vraiment le spécifique IBMI. Donc, si vous avez un souci là-dedans, en mode support gratuit, c'est au travers de ces communautés qu'il vous faut vous rapprocher et que vous pouvez évoquer vos problèmes et vos idées, en plus du portail IBM ID. Alors, si j'en ai oublié, parce qu'en réalité, il y en a vraiment beaucoup plus, en fait, vous allez tous les retrouver sur le dernier lien ici. Donc, IBM a pensé à tout sur ibm.github.io. Là-dessus, vous avez en fait une page qui référence encore plus de liens sur les différentes communautés open source, sur des ressources, sur un Get Started, sur voilà, il y a tout ce qu'il vous faut quelque part pour démarrer avec l'open source sur IBM. Donc, je vais terminer là-dessus. Merci de m'avoir écouté et puis merci à Philippe pour l'organisation de cette journée.